Bonjour à tous et à toutes, nous recevons aujourd'hui Thomas Vescovi pour un entretien exclusif consacré à la Palestine. Bonjour Thomas Vescovi, bienvenue sur Mizzen TV, merci d'avoir Bonjour, accepté notre invitation. bonjour, merci. Alors vous êtes chercheur indépendant en histoire contemporaine et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, parmi lesquels on citera notamment La mémoire de la Nakba en Israël, aux éditions L'Harmattan, et un ouvrage plus récent en 2021 sur la société israélienne, je crois bien. Et justement, pour entrer dans le vif du sujet, et ce sera ma première question, quel bilan humanitaire, politique et militaire peut-on tirer quelques jours après l'attaque du Hamas du 7 octobre? Alors, je pense qu'il y a deux temps en fait à marquer sur votre question et pour ma réponse. D'abord, il y a le temps long. Le temps long, c'est qu'en fait, ce qui s'est passé cet octobre s'inscrit dans le cadre d'une longue guerre, d'un long affrontement entre Israël et la population palestinienne, les groupes armés palestiniens, où en fait on peut débuter en 1948, mais même avant, mais on va pas non plus refaire toute l'histoire de la Palestine, mais dès 1948, ça commence avec un nettoyage ethnique et 800 000 Palestiniens expulsés. On a eu ensuite d'autres guerres en 67, en 73, pas forcément d'ailleurs avec les groupes armés palestiniens, mais pour dire que le 7 octobre, en fait, c'est simplement une nouvelle phase de la guerre qui s'est ouverte. Une nouvelle phase de la guerre qui a également marqué un tournant puisque Israël en fait pensait depuis presque maintenant 20 ans que par toute une question et une dynamique sécuritaire, il pourrait enfermer les Palestiniens dans différentes enclaves, la bande de Gaza et différentes enclaves en Cisjordanie, et qu'on ne parlerait plus des Palestiniens, qu'on pourrait faire des accords avec des pays arabes, etc., sans plus jamais parler des Palestiniens. Or, le 7 octobre a marqué un tournant puisqu'on a eu pour la première fois de l'histoire d'Israël, des groupes armés palestiniens qui ont occupé des territoires israéliens, et surtout, et c'est là que j'arrive au temps court, on a eu en fait un nombre inimaginable de victimes, militaires comme civiles également, israéliennes. Cela a amené à un véritable choc, un véritable traumatisme dans la société israélienne et qui est en train de préparer et d'engager une riposte israélienne, une riposte qui s'inscrit dans une ampleur qu'on n'a encore jamais vue, puisque là, il y a un gouvernement d'urgence qui a été mis en place, on a mobilisé tous les réservistes, et donc on entre, à mon avis, véritablement dans une nouvelle phase de la guerre. De manière humanitaire, on est pour l'instant à 1200 victimes côté israélien. Du moins, il y a encore des gens qui sont blessés. On a 150 otages, ça aussi c'est quelque chose qui est très important à souligner. 150 otages israéliens qui sont dans la bande de Gaza détenus, dont notamment des civils, hein, il faut le mentionner, des femmes, des enfants, des personnes âgées. Ça rentre également hein, dans le cadre d'accusations de crimes de guerre du Hamas dans ce qui a été fait. Et les bombardements qui depuis samedi sont intenses sur la bande de Gaza ont également fait, à l'heure en tout cas où je parle, hein, 1200 victimes palestiniennes, dont une large part de civils, et on a 300 000 Gazaouis qui ont déjà dû être déplacés du fait des bombardements. Donc on s'oriente vraiment vers une liquidation vraiment de manière systématique de la bande de Gaza, et ça va s'accompagner nécessairement également de nouveaux crimes de guerre. Cette attaque, vous le disiez, est la plus meurtrière pour les Israéliens depuis la guerre du Kippour en 1973. Comment peut-on expliquer cette réalité? Est-ce qu'il faut l'attribuer à une faillite des services israéliens ou bien à une réorganisation militaire des groupes palestiniens? Alors moi je dirais qu'il y a au moins trois angles à voir là-dedans. Le premier angle, c'est que depuis le 1er janvier, Benjamin Netanyahou a donné dans son gouvernement une place importante aux représentants des colons, notamment l'extrême droite suprémaciste juive, et ça a vraiment permis de libérer dans les populations des colonies, parmi les plus fanatiques, des élans véritablement violents, où ils savent que de toute façon ils seront défendus par le gouvernement. À titre d'exemple, entre le 1er janvier 2023 et donc le 7 octobre, on en était déjà à 320 attaques de colons sur des citoyens, des civils palestiniens. On avait également 235 victimes palestiniennes, dont 117 civils, hein, donc entre le 1er janvier et le 7 octobre. Et tout ça vraiment a été marqué côté palestinien par la recrudescence en Cisjordanie de groupes armés qui se reconstituent, notamment dans des villes où on n'était plus forcément habitué à avoir des groupes armés aussi forts et constitués et nombreux, hein, notamment Naplouse, Tulkarem ou Jénine. Et cela a contraint l'armée israélienne à se redéployer, c'est-à-dire que toute une partie
de l'armée qui était autour de la bande de Gaza, on parle des trois quarts quand même, a été redéployé en Cisjordanie pour parer à d'éventuelles attaques de ces groupes armés contre des colons en représailles en fait des attaques de colons, et aussi pour pouvoir opérer dans les villes palestiniennes de manière intense pour tuer dans l'œuf, si vous voulez, quelque part, ces colons. Sauf que forcément, ces groupes armés. Sauf que forcément, ça a dégarni tout le front sud, donc autour de la bande de Gaza, et cela a, je pense à mon avis, permis au Hamas d'opérer. C'est donc le dernier point finalement, c'est que le Hamas a surpris par sa capacité à pouvoir être bien informé, à être organisé. C'est quand même une opération qui a nécessité des mois d'entraînement, c'est sûr, mais surtout, on le minimise trop, mais beaucoup d'informations. Il fallait connaître vraiment précisément le plan des bases. Il y a eu également des opérations sur plusieurs phases, pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi, mais on a eu d'abord une opération avec des drones qui ont liquidé une partie de la sécurité, puis on a eu une première phase par les airs, par terre et puis même par mer. C'est quelque chose qui était inimaginable il y a quelque temps de pouvoir voir un groupe armé palestinien avoir une telle force de frappe, et c'est ce qui à mon avis choque aujourd'hui. Ceci étant, personne non plus s'attendait à ce que des combattants palestiniens, membres d'un groupe tel même que le Hamas, puissent s'en prendre de manière aussi systématique à des populations civiles israéliennes dans des villages où l'armée n'était quasiment plus présente. Donc la menace même pour ces combattants-là était tout à fait relative. Est-ce que vous attribuez également à cette opération palestinienne, qui est la plus meurtrière pour les Israéliens depuis 73, comme on le disait, le rôle de l'alliance avec alors bon, avec l'Iran, c'est une vieille alliance, une ancienne alliance, mais également avec le Hezbollah libanais. On se rappelle qu'il y a quelques mois, le leader du Hamas, Ismaël Haniyeh, était reçu à Beyrouth par Hassan Nasrallah. Voilà, est-ce que vous y voyez les prémices de cette opération, et est-ce que vous voyez dans cette alliance, qui est aussi une alliance militaire et aussi une alliance technologique, vous parliez de drones, l'une des causes qui explique également cette attaque qui reste pour les Israéliens une attaque historique, donc comme on le disait depuis 73. Écoutez, si quelqu'un vous dit qu'il a été surpris par le fait qu'il y ait une attaque le 7 octobre, honnêtement, c'est qu'il ne connaissait pas le terrain. Sur le terrain, on voyait à quel point la situation pourrissait tellement, à quel point il y avait un niveau de colère, de frustration, de haine qui montait côté palestinien face à l'indifférence internationale de la situation des Palestiniens et du fait qu'ils n'ont plus aucune perspective politique qui leur est offerte, si ce n'est en fait d'être enfermés dans des bantoustans dans la bande de Gaza sous blocus et de recevoir régulièrement des bombes. En revanche, il faut être bien clair, je pense que très peu d'experts peuvent être assez bien informés pour connaître, à l'heure qu'il est en tout cas, le détail vraiment de l'organisation. Moi, je reste simplement pour l'instant, je dis bien pour l'instant parce qu'on va évidemment, certains notamment qui connaissent très bien les sociétés iraniennes, libanaises ou même gazaouis vont pouvoir commencer à enquêter et essayer de comprendre les rapports entre les uns et les autres. Pour l'instant, en tout cas, ce qui est certain, c'est que je pense qu'il ne faut pas non plus mettre trop d'importance dans un espèce de calcul iranien. Le Hamas a son propre agenda. L'agenda du Hamas dans le 7 octobre, et on parle tout en prenant en compte les crimes de guerre qui ont été perpétrés, c'était d'abord et avant tout de ramener la question palestinienne au centre du jeu et de changer complètement la donne dans la région, dans le sens où on a depuis maintenant 2 ou 3 ans la multiplication d'accords de normalisation entre des États arabes et l'État d'Israël. Ça a complètement mis la question palestinienne sur un second plan. Les accords d'ailleurs sont souvent faits sur le dos des Palestiniens puisqu'en fait il y a une rupture historique. C'est-à-dire que dans l'histoire en fait du monde arabe, il y a toujours eu cette idée de ne pas normaliser avec Israël tant que les Palestiniens n'auraient pas accès à des droits. Là, ces États arabes qui normalisent, leur argument c'est de dire on a essayé le boycott, on a essayé de rompre, de ne pas avoir de relations avec Israël, ça n'a rien amené du tout, on va donc tenter autre chose. Force est de constater que depuis maintenant 2 ou 3 ans, les États arabes qui ont normalisé leurs relations n'ont pas non plus amené quoi que ce soit à la question palestinienne, renforçant l'idée notamment pour le Hamas, en tant que groupe armé en tout cas, que la solution ne peut venir que des Palestiniens eux-mêmes, et donc à partir de là, il faut que les Palestiniens repassent à l'initiative et notamment à l'offensive. Et là encore, je termine par ça, mais personne évidemment ne peut s'attendre à ce que l'offensive soit aussi meurtrière.
Alors vous avez devancé ma question, Thomas Vescovi, parce que j'allais vous demander quels étaient précisément les objectifs poursuivis par le Hamas dans cette attaque. Donc vous avez évoqué cette volonté de mettre un coup de frein à la normalisation de certains pays arabes et de revenir sur le plan politique. Alors quelles seront les conséquences justement politiques de cette attaque, à la fois pour les acteurs politiques israéliens que palestiniens justement? Eh bien là, c'est vraiment la question qui reste à mon avis en suspens pour l'instant. C'est-à-dire que la réponse pourra être donnée quand on en saura plus sur le plan préparé par Israël dans le cadre de sa grande opération d'envergure, parce que effectivement, l'opération même du Hamas s'inscrit dans un cadre, comme j'ai dit, un temps long, de vouloir changer la donne, etc., de vouloir également démontrer à la société israélienne que l'enjeu sécuritaire ne peut pas se faire que dans un sens. C'est-à-dire que les Israéliens se leurrent s'ils pensent pouvoir être en sécurité quand leurs voisins, eux, ne vivent pas en sécurité ni sous protection. Il n'empêche que là, ce qu'on a vu, c'était aussi un déferlement de haine, et je pense notamment à tout un travail qui a été fait, en tout cas à ma connaissance côté israélien, par une partie de la gauche, pour essayer de faire en sorte que on commence tout doucement à comprendre que le Hamas, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, fait partie du mouvement national palestinien, qu'on le catégorise comme terroriste ou non, ça ne change rien au fait qu'il représente une partie, en tout cas, de l'aspiration d'une société palestinienne qui est très diverse politiquement, très variée politiquement, et donc à partir de là, il va falloir forcément à un moment donné trouver, non pas un accord, mais quand on fait la paix, on ne fait pas la paix avec son ami, on fait la paix avec ses adversaires et ses ennemis, et donc il va falloir négocier avec le Hamas, et surtout, il y avait l'idée de considérer que le Hamas, quelque part, a son propre agenda politique et fait de la politique. Et ça, on l'oublie trop depuis le 7 octobre parce qu'on est complètement aspiré par les crimes de guerre et les images qu'on voit. C'est que le Hamas, au-delà de la branche armée, c'est aussi une immense organisation en termes de structure, en termes de militants, avec des élus, des maires, un service de presse, des ministres. Et tous ces gens-là ont forcément un plan qui a été préparé dans le cadre de cette opération. Il n'empêche que là, oui, la question demeure. Qu'est-ce qui va se passer maintenant quand on voit l'ampleur de la réponse que va amener Israël, le fait que même nous, je pense en tout cas en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord aujourd'hui, je ne vois pas comment est-ce que la question de considérer le Hamas comme un potentiel partenaire de discussion puisse encore être entendue, en tout cas à l'heure qu'il est. Et il me semble qu'il va vraiment falloir s'attendre dans les prochaines semaines à analyser avec précision comment les choses vont voler sur le terrain, avec notamment une potentielle attaque terrestre de l'armée israélienne sur la bande de Gaza. C'est ce qui se profile puisque l'union militariste qui se fait actuellement en Israël autour du fameux gouvernement d'urgence et de guerre qui a été mis en place hier, donc le 11 octobre au soir, annonce en tout cas une mobilisation sans précédent des réservistes israéliens avec la potentialité d'une entrée terrestre dans la bande de Gaza pour, je cite évidemment, éliminer le Hamas. Alors, ça a évolué puisqu'à la base c'était éliminer le Hamas, maintenant on entend de plus en plus éliminer les cadres du Hamas et notamment les commanditaires, avec deux personnes principalement visées, Mohamed Deif qui est le commandant de la branche armée du Hamas et Yahya Sinwar qui est le chef militaire du Hamas. Alors vous parliez du blocus justement. Un des ministres israéliens a annoncé que ce blocus ne se terminerait pas tant que les otages ne seraient pas libérés. On a vu également que l'Europe, qui dans un premier temps voulait suspendre les aides palestiniennes, finalement s'est ravisée faute de majorité. Est-ce que finalement le cadre international concernant l'aide humanitaire et concernant justement la protection des populations civiles va l'emporter dans cette affaire concernant la politique israélienne sur le blocus de Gaza, ou bien est-ce que les Israéliens jouissent en ce moment d'un blanc-seing relatif concernant la médiatisation de cette attaque du 7 octobre qui les autoriserait finalement à rentrer dans une logique de jusqu'au boutiste justement concernant Gaza? Alors, du point de vue en tout cas israélien, pour l'instant, il est clair que les voix qui essaient de rompre un peu l'union militariste sont inaudibles. Pour faire un petit peu de retour historique, lorsqu'en 2000, la seconde intifada a éclaté, en septembre 2000, l'union militariste avait été le même. C'est-à-dire que les Israéliens s'étaient complètement rangés derrière l'idée d'un affrontement sanguinaire et meurtrier et long contre les groupes armés palestiniens. Et les quelques voix pacifiques avaient été clairement isolées. Elles avaient mis beaucoup de temps à pouvoir ressortir dans la rue et surtout être entendues.
Là, on a franchi une étape parce que vous l'avez dit tout à l'heure et je l'ai rappelé aussi, le nombre de morts est sans précédent côté israélien. Il y a eu une occupation de localités israéliennes et donc là, l'union militariste dépasse certains cadres politiques. Par exemple, moi, j'ai rencontré dans le cadre de mes recherches des dirigeants, des militants d'une certaine gauche israélienne, plutôt, disons, pacifique, anti-occupation, etc., qui là se sont complètement rangés dans l'idée d'une opération majeure sur la bande de Gaza. La seule chose qui peut différer, c'est ceux qui vont dire il faut tout reconquérir Gaza pour tout refaire, et ceux qui vont expliquer qu'il faut avancer petit à petit et voir comment on peut piéger le Hamas dans la bande de Gaza. Enfin bon, ça c'est la stratégie militaire et je suis pas forcément bon là-dedans, je ne fais que répéter ce que j'ai entendu. Il n'empêche qu'effectivement l'union militariste est présente en Israël et les voix qui la contestent sont pour l'instant existantes en tout cas, mais inaudibles, clairement auprès des Israéliens. Au niveau de la communauté internationale, c'est le seul point sur lequel je vois en fait un parallèle avec le 11 septembre 2001, c'est-à-dire que on a une communauté internationale, c'est-à-dire en gros Europe de l'Ouest et Amérique du Nord, qui sont complètement alignés dans l'idée que Israël doit répondre parce que ce qui s'est passé c'est sans précédent. Et là encore, en fait, il y a une vision qui est complètement biaisée, c'est-à-dire que vu qu'ils voient le 7 octobre comme un événement hors du temps, eh bien ils oublient que ça s'inscrit dans une longue étape de guerre où on n'a jamais eu de solution politique. Et qu'au 7 octobre doit arriver une solution politique qui doit prendre en compte le sort des Palestiniens. Or là, ce qui se passe, c'est qu'il y a un blanc-seing, vous l'avez dit totalement, qui est donné à l'armée israélienne dans le cadre d'une riposte. Même les États-Unis, lorsque le 7 octobre, les premiers journalistes me demandaient l'armée américaine va emmener des armes, j'avoue que j'avais même rigolé à ça en me disant mais pourquoi ils n'ont pas besoin d'armes, les Israéliens sont déjà tellement. Et là, on apprend que l'armée américaine va déployer un destroyer, plusieurs même envois de munitions. C'est sans précédent, c'est-à-dire que vraiment, Israël n'a pas besoin de ça pour être protégé en tout cas. Il n'empêche qu'effectivement, il y a l'idée que là, c'est un point de non-retour et on va être aux côtés d'Israël. Ce que vous avez dit par contre est vrai. La donne peut changer si la pression humanitaire devient de plus en plus forte. Et c'est là, à mon avis, où les sociétés civiles vont avoir un rôle fondamental. C'est-à-dire qu'on a déjà quand même, depuis 48 heures, plusieurs ONG, je pense notamment à Médecins sans frontières, à Amnesty International, qui font état clairement de crimes de guerre perpétrés par l'armée israélienne, que cette réponse militaire, elle prend notamment en otage également des civils palestiniens qui sont bloqués dans la bande de Gaza. On a une situation humanitaire qui est désastreuse parce qu'il n'y a pas d'ouverture de couloirs, de corridors humanitaires. On a une punition collective qui est infligée aux Gazaouis puisque l'armée israélienne a annoncé le refus de faire entrer de l'eau, de la nourriture et surtout interdiction d'électricité, ce qu'on appelle des punitions collectives et au regard du droit international, c'est complètement interdit. Alors il y a un leurre qui est donné depuis maintenant plusieurs jours, c'est de dire aux Gazaouis et même au niveau des réseaux sociaux, ils doivent fuir. Moi j'ai vu des journalistes reprendre ça en disant les Gazaouis sont appelés à fuir. Il y a un blocus, il faut que les gens l'entendent, il y a un blocus sur la bande de Gaza. Ça veut dire que le blocus avec la complicité égyptienne empêche les Gazaouis de sortir de cette enclave-là. Ils n'ont nulle part où aller. Les 300 000 déplacés. Ce serait un génocide qui se préparerait parce que quand on entend parler d'une opération, vous évoquez une possible opération d'envergure pour reprendre le contrôle de Gaza et en même temps c'est une zone qui est complètement hostile aux Israéliens. Ça prendrait quelle forme? Ça prendrait la forme d'une destruction massive comme ça a déjà eu lieu souvent depuis de nombreuses années de bombardements, en tous les cas d'habitations gazaouis, ou quelque chose de peut-être plus meurtrier encore pour comprendre un peu. Alors écoutez, en fait ce qui est certain c'est que Yoav Gallant, le ministre de la Défense israélien, quand il a tenu sa fameuse conférence de presse où il a annoncé la fermeture totale de Gaza avec ni eau, ni électricité, ni nourriture, il y a eu un propos qui pour moi est un propos qui peut s'apparenter à un propos, à un appel quasiment génocidaire. Il a dit on fait face à des animaux humains. Cette déshumanisation, elle rappelle beaucoup d'événements qui ont lieu dans l'histoire et on ne va pas forcément aller loin. On peut penser aux événements qui ont lieu en ex-Yougoslavie dans les années 90 où on déshumanisait l'ennemi pour pouvoir légitimer un nettoyage ethnique. Je pense en revanche que pour l'instant, il est beaucoup trop tôt pour en parler parce qu'il n'y a pas eu d'attaque terrestre et on est dans le cadre d'un bombardement. Donc pour l'instant, ça s'apparente plutôt à une destruction totale et systématique de la bande de Gaza. Vraiment vouloir tout raser, quitte à faire souffrir les Gazaouis dans le sens où il faut réduire à néant toutes les structures potentielles du Hamas. La crainte majeure qu'il y a même au niveau des Palestiniens, c'est le fait de voir se reproduire une expulsion de grande ampleur. C'est-à-dire que la guerre pousse des gens à fuir, donc à quitter une partie de leur ville pour aller mettre par exemple au sud de la bande de Gaza.
que dans l'éventualité, l'Égypte ouvre la frontière sud de Rafah pour que les gens puissent sortir, mais que derrière, l'entrée de l'armée israélienne soit en fait un moyen aussi d'empêcher que les Palestiniens puissent revenir. Alors, certains en entendent ça pourraient dire là actuellement, mais c'est n'importe quoi comme histoire. Ça s'est passé 2 fois dans l'histoire palestinienne, il faut le rappeler. En 48, 800 000 Palestiniens sont expulsés, une partie quitte leur territoire dans le cadre également de la guerre, mais d'autres sont expulsés, ils ne sont jamais revenus. C'est-à-dire que l'armée israélienne a toujours interdit leur retour et certains vivent encore aujourd'hui dans des camps de réfugiés. La bande de Gaza, par exemple, il faut le rappeler, 2,1 millions de personnes, 70% des Gazaouis sont en fait des réfugiés de 1948, des gens qui n'ont jamais pu retourner sur leur terre en Palestine, qui est maintenant s'appelle maintenant Israël au regard du droit international. En 67, pareil, quand il y a eu la conquête de la bande de Gaza et de la Cisjordanie par l'armée israélienne, eh bien, on a eu également, alors les chiffres varient, mais autour de 200 000 Palestiniens qui sont partis ou ont été expulsés, qui n'ont jamais pu revenir. Donc les Palestiniens ont en tête ces événements-là et savent très bien que s'ils quittent leur terre, ils risquent de ne plus pouvoir revenir. Je pense que vouloir faire vraiment de la prospective sur ce qu'on ne sait pas encore, c'est compliqué. Je vais m'arrêter là sur cette question, mais il est sûr que toutes les possibilités sont sur la table. Et la colère, la haine, il y a des journalistes israéliens qui disent qu'ils ressentent une haine et une rage sans précédent en Israël. Ça ne pourra que s'exprimer par, évidemment, des crimes de guerre si, et je dis bien si, il n'y a pas d'action mise en place par la communauté internationale et notamment, nous en tout cas en France, par la voie française et de l'Union européenne. C'est quand même intéressant c'est surprenant et intéressant cette réaction. Vous parlez des journalistes israéliens, mais on pourrait peut-être élargir même le spectre. On voit même également en France la réaction, une grande émotion sur ce qui s'est passé le 7 octobre. En même temps, des propos, certaines déclarations de certains ministres israéliens, mais y compris également en France, on a vu certains intellectuels considérer que les victimes palestiniennes étaient des victimes collatérales. Ça a été prononcé. Alors que les victimes israéliennes étaient des victimes à part entière. Donc, dans une certaine opinion publique, on a quand même l'impression qu'il y a vraiment une fracture et une rupture totale dans la perception de ce qui peut arriver, même y compris dans un cadre strictement humanitaire, aux Palestiniens ou aux Israéliens. Comment on peut comprendre ça finalement, que cette logique soit jusqu'à un certain point assumée médiatiquement? De 2 poids 2 mesures dans la valeur de la vie des humaines, qu'elles soient israéliennes ou qu'elles soient palestiniennes. Je verrai une pluralité de possibilités. Je pense qu'il y a d'abord, premièrement, le fait d'une identification d'une partie de la société française, et je l'ai vu sur les réseaux sociaux, aux Israéliens. J'ai lu par exemple, ils sont comme nous, c'est-à-dire entre guillemets démocrates, entre guillemets, libéraux, et puis allons jusqu'au bout de la réflexion, en prise avec un mouvement islamiste. Et certains sont prêts à aller dans la comparaison de dire que on a eu le 13 novembre 2015, on a eu Charlie Hebdo, et bien les Israéliens sont en prise avec toutes ces organisations qui veulent les détruire, les exterminer, et on ne peut pas laisser faire. Et ça, je pense que ça joue énormément. Je pense également qu'il y a dans un contexte et un climat qui s'apparente clairement à un contexte islamophobe, une facilité à considérer que dès lors qu'une organisation est islamiste, elle va s'apparenter à un islam mondialement dangereux et qui menace une partie de l'Occident, et donc Israël serait une avant-garde quelque part occidentale ou de lutte contre le terrorisme au Proche-Orient. Et ça, c'est vraiment important de rappeler, c'est que l'État d'Israël est parvenu depuis notamment le 11 septembre 2001 à complètement bouleverser et modifier sa manière d'être définie. C'est-à-dire qu'Israël a compris au lendemain de l'échec des accords d'Oslo, années 90, Israéliens et Palestiniens qui tentent de faire une négociation, on va pas revenir sur ça, c'est un échec pour plein de raisons, sauf que Israël a compris que quand tout ça a capoté, il fallait qu'elle puisse trouver un moyen, l'État devait trouver un moyen de garantir le maintien de son soutien par l'Occident. Et donc au lendemain du 11 septembre 2001, les Israéliens vont commencer vraiment à se définir comme un rempart, le premier rempart, dans la lutte contre le terrorisme islamiste. Sauf qu'en prenant ça comme argument, on oublie une réalité, c'est que Israël ne fait pas face à une menace terroriste islamiste qui s'apparente à Al-Qaïda ou à Daesh. Israël fait face à des groupes armés, dont certains sont islamistes, comme par exemple le Hamas ou les djihadistes palestiniens, mais dont leur dynamique est d'abord nationaliste et dans un cadre de lutte nationale contre un pouvoir colonial. Et si ça on l'oublie, eh bien on va vers des simplifications, comme on voit actuellement dans les médias français, et on fait perdre de vue aux gens
le fait qu'en Palestine, on ne réglera rien par des bombardements et par un enjeu sécuritaire. C'est une question politique, territoriale, coloniale et qui ne peut se régler que par là, c'est-à-dire par des moyens politiques. Alors pour terminer cet entretien, Thomas Vescovi, j'aimerais qu'on jette un focus sur la France. Vous l'évoquiez sur un des débats en France sur la question de cette attaque du Hamas du 7 octobre, c'était la considération et la perspective dans laquelle inscrire cette discussion. Beaucoup parlent, d'ailleurs ça n'a pas commencé le 7 octobre, mais c'est une permanence dans les éléments de langage, de terrorisme. D'autres, on a vu le président de l'IREMO, par exemple, dans un entretien, expliquer qu'il fallait parler de crimes de guerre, donc revenir dans une logique politique de guerre. Est-ce que finalement cette volonté de parler de terrorisme, d'identifier le Hamas ou d'autres organisations palestiniennes, parce qu'il n'y a pas que le Hamas, comme des organisations terroristes, est-ce que c'est pas un moyen de dépolitiser finalement, de disqualifier ces organisations et de les enfermer dans un schéma sécuritaire, hein, c'est-à-dire de malveillance ou de volonté de destruction purement sécuritaire, pour refuser justement d'aller sur ce terrain politique d'une guerre, donc une guerre sur fond de questions coloniales. Est-ce que ça c'est pas un enjeu majeur? Et après je vous poserai une autre question sur la position politique française telle qu'elle se manifeste concernant la gestion des manifestations également. Mais déjà un mot sur cette question du terrorisme versus crime de guerre. D'abord, si on élargit un peu la question, on a eu là depuis maintenant 40 semaines en Israël une mobilisation sans précédent qui s'est appelé pour la démocratie. Dans les médias français, il a été compliqué, mais je trouve qu'on y était parvenu avec d'autres, et notamment avec des tribunes dans le journal Le Monde, dans des débats, etc., à essayer de briser ce que moi j'appelle le déni colonial, c'est-à-dire le refus, quand on voit Israël, de voir aussi les Palestiniens. C'est-à-dire que certains continuent à penser qu'on peut observer l'État d'Israël en oubliant la question palestinienne, en oubliant les 2,1 millions de Gazaouis, en oubliant les quasiment 3 millions de Palestiniens en Cisjordanie, en oubliant les Palestiniens de Jérusalem, etc., etc. Et l'enjeu central aujourd'hui, c'est de rappeler à quel point est-ce que Israël et Palestiniens sont complètement corrélés. On ne peut pas traiter l'un sans l'autre. Voilà. Et que quand on parle de démocratie israélienne, ça signifie de considérer qu'un État peut être démocratique tout en ayant une colonisation, une occupation, et également en son sein même, des citoyens qui sont les Palestiniens d'Israël ou Arabes israéliens qui n'ont pas le même statut que les citoyens juifs. Et c'est d'ailleurs au passage pour ça que plusieurs ONG qualifient l'État d'Israël de régime d'apartheid. Le débat, on va pas le refaire là, mais voilà, Amnesty, et même des ONG israéliennes, palestiniennes et internationales comme Amnesty, effectivement, ou Human Rights Watch. Donc le débat là-dessus, il est à mon avis important. Ça veut dire également que à partir de là, tout va être fait dans le narratif pour, entre guillemets, défendre Israël, pour essayer de camoufler ce qui se passe vraiment. Et donc, on va effectivement essayer d'employer des termes qui peuvent faire écho côté français et occidental à ce que nous, on a vécu. Je prends un exemple pour que vous compreniez. Après, je vais aller sur la question de terrorisme et crimes de guerre. Par exemple, entre 2017 et 2018, il y a eu toute une série de conférences que moi j'avais notamment étudiées dans le cadre de recherche. C'était des conférences qui s'adressaient notamment à un public donc occidental, en Israël comme aux États-Unis comme en France. D'où le thème, par exemple, c'était France et Israël, deux démocraties face au terrorisme. Et en fait, en collant ça en même temps, on oubliait que, mais non, la différence entre France et Israël, c'est qu'Israël, il y a actuellement une question strictement coloniale qui n'a toujours pas été réglée, qui est celle des Palestiniens. Et que les Israéliens font face actuellement à des menaces, effectivement. On les a vues le 7 octobre en acte, mais ces menaces-là, elles découlent d'un long processus colonial qui n'a toujours pas été réglé et qui a fait germer une haine, une frustration, une colère. C'est d'ailleurs pour ça, et je finis donc par votre question, si on prend les actes en eux-mêmes, quand on regarde les images là, qui circulent depuis maintenant 24-48 heures, puisqu'il y a eu les caméras de surveillance de certaines localités qui ont donné leurs images, on voit des personnes armées dans certaines localités, même notamment dans le festival de musique, qui tirent sur des gens qui sont au sol, allongés, qui lèvent la main, qui sont complètement terrifiés de ce qui se passe. L'acte en lui-même s'apparente à du terrorisme dès lors que l'objectif est de terroriser les gens et que ces images soient utilisées pour terroriser les Israéliens. Ce qui, moi, peut-être m'embête, et c'est pour ça que je rejoins les propos de Jean-Paul Chagnolo, directeur de l'IREMO, c'est que ce terme-là peut, de manière complètement
décaler, nous faire oublier qu'en fait ça s'inscrit dans un long processus où il y a eu des humiliations, il y a eu des exactions commises également contre les Palestiniens dans le cadre d'une guerre et d'un affrontement colonial. Et du coup, on oublie que ce qui s'est passé le 7 octobre, les images nous choquent, mais elles ne doivent pas nous faire oublier tout ce qui s'est passé après. Il y a un ami, Xavier Guignard, qui a fait une très bonne interview que je conseille aux gens de lire dans le journal, dans le Mediapart, où il dit un crime est un crime, point barre, mais ne soyons pas amnésiques. Et en fait, le risque peut-être d'employer le terme de terrorisme, même si on peut l'entendre sur le fait, c'est de nous faire oublier à quel point ces actes-là, aussi atroces soient-ils, s'inscrivent dans un cadre très long de conflit israélo-palestinien. Il faudrait définir aussi ce terme, pardon. Et moi, je suis pas juriste, donc effectivement, j'ai une difficulté à vraiment les définir. Moi, je parle en tant qu'historien des actes que j'ai vus. Voilà, parce que beaucoup parlent également, s'interrogent sur le fait qu'on ne parle pas de terrorisme d'État, par exemple. Ah ben ça, tout à fait, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc pour définir le contenu. Donc sur la position française, pour terminer cet entretien, on a vu une position extrêmement forte de la diplomatie française et même du gouvernement français intramuros, j'allais dire. On a vu la Tour Eiffel symboliquement affichée aux couleurs du drapeau israélien. On a vu à présent une interdiction en France de toute manifestation pour la Palestine ou de solidarité envers le peuple palestinien, alors qu'un certain nombre de manifestations de soutien à Israël ont été autorisées. On a vu également le ministre de la Justice mettre en garde contre tout discours présentant les organisations palestiniennes comme des organisations de résistance, ou de mention de termes comme de libération, comme relevant de propos d'apologie de terrorisme. Voilà, c'est-à-dire avec en cas d'accusation et en cas de condamnation par la justice, une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison. Donc on a quand même une position française qui semble extrêmement forte. Est-ce que selon vous, est-ce que cette position, est-ce qu'elle est nouvelle? Est-ce qu'on a déjà vu dans le passé une position française accompagnée de mesures politiques et judiciaires d'interdiction se produire déjà dans le passé, ou est-ce que ça c'est une nouveauté de la position politique française, et comment expliquer justement cette nouveauté? Alors il y a déjà eu des manifestations dites pro-palestiniennes qui ont été interdites, il faut se rappeler 2014 ou même 2021, à ma connaissance, je crois en tout cas, qui avaient été interdites par le gouvernement français. Là, ce qui se passe effectivement, c'est assez sans précédent. C'est-à-dire qu'il y a véritablement une interdiction des manifestations dites pro-palestiniennes, et dans le même temps, on autorise les manifestations pro-israéliennes, alors même que dans ces manifestations pro-israéliennes, il faut être très clair, on a parfois également des groupes qui y sont et qui ne sont pas du tout des enfants de cœur ou des pacifiques. Éric Zemmour, qui était présent à la manifestation organisée notamment par le CRIF, enfin, pas au nom du CRIF, mais il était présent à la manifestation et dans la marche, on va pas me faire croire que Éric Zemmour est quelqu'un qui est là pour la paix et l'oppression des civils, pas du tout. Donc là, il y a vraiment un deux poids deux mesures qui ne peut pas être entendu des citoyens français et qui n'est pas acceptable. Par rapport même à la question française plus générale, on a trop laissé entendre que finalement la France ne présentait plus rien et qu'elle n'avait pas de rôle à jouer. Je crois que c'est surtout parce que la France s'est complètement tue et que la France a cessé de vouloir être un pays qui pouvait porter une autre voix. Là, par exemple, actuellement, il y a une urgence, et à l'heure où on parle, Emmanuel Macron doit parler dans 1h30, je crois maintenant, 1h30, donc on ne sait pas ce qu'il va dire, il faut que les gens sachent bien que ça a été fait avant la prise de parole d'Emmanuel Macron. Il y a un enjeu central, par exemple, de la France, qui serait de porter une voix même par rapport à l'Union européenne pour réclamer une protection des civils, pour réclamer un corridor humanitaire, ou même, allons plus loin, pour réclamer l'envoi d'une force de protection internationale par l'ONU, des casques bleus, je ne sais pas, ou même cessez-le-feu. Un cessez-le-feu, voilà. Il n'empêche que ça nécessiterait là-dedans d'aller plus loin dans la réflexion, parce que quand on rappelle à chaque fois un cessez-le-feu, puis négociation, etc., on oublie qu'on va en fait recréer simplement un cadre qui est le même cadre qui existe depuis maintenant presque 50 ans et qui en fait a amené au 7 octobre. C'est-à-dire que ce que moi j'essaie d'expliquer, c'est que tout appel au calme et au cessez-le-feu qui ne s'accompagne pas d'une demande et d'une exigence de respect des droits des Palestiniens en tant que population colonisée et victime d'occupation, ça va amener un nouveau 7 octobre ou un nouveau drame. Allons même plus loin, c'est-à-dire que tout appel même à se tenir aux côtés d'Israël sans prendre en compte le sort des Palestiniens et la vie des Palestiniens, notamment la vie des civils,
c'est renforcer la frustration, la colère et la haine dans le sens où il y aurait deux poids, deux mesures. La vie des civils dépend de leur appartenance nationale. Et ceux qui expliquent que, comme j'ai entendu moi aussi, qu'en fait finalement les morts de Gaza ce sont des victimes collatérales, oublient qu'en réalité il y a surtout une disproportion des forces en présence. C'est-à-dire que si les Palestiniens Une guerre asymétrique. voilà, c'est ça, exactement ça. C'est qu'il y a une guerre complètement asymétrique et que en fait, l'État d'Israël sait très bien qu'en bombardant avec des F-16 la bande de Gaza, des civils seront tués. La densité est telle que des civils seront tués. Et donc, ça nous ramène finalement au point de départ de notre entretien, si vous voulez, c'est que on est face à une question majeure, et qui est politique, et que toute solution ne pourrait être que politique et diplomatique dans le cadre pas forcément de négociation, mais en tout cas dans le cadre d'abord d'un respect du droit international et surtout de l'envoi d'une protection pour tous les civils, quels qu'ils soient. Et tant que ça ne sera pas entendu, on ne pourra pas faire entendre aux populations que la voix française européenne, elle est impartiale et elle tente de trouver une solution pacifique. Et on continuera à être vu comme des gens qui expliquent que le droit international est important dans le cadre, par exemple, ukrainien, mais que pour les Palestiniens, eh bien là, on ferme les yeux et on laisse un blanc-seing à de nouveaux crimes de guerre perpétrés actuellement. Oui, vous avez raison tout à fait sur le double standard diplomatique C'est concernant ça, l'Ukraine double standard justement diplomatique, c'est ça. et la question palestinienne. Merci beaucoup Thomas Merci de Vescovi. m'avoir accueilli. Je vous en prie, c'est la fin de cet entretien. Merci à nos auditeurs pour leur fidélité et leur soutien. N'oubliez pas de partager cet entretien sur les réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt sur Misen TV. Merci beaucoup.